Maintenant, on va passer au deuxième projet qui lui est en lien avec la réserve en eau et dont son estimation à l'échelle du parc national des Cévennes. Petit point de définition avant quand même par rapport à la réserve en eau. Donc, on utilise deux notions principales. La première, c'est la réserve utile qui est, on va dire, le stock d'eau utilisable par les plantes via leur système racinaire. Et la réserve utile maximale en eau qui, elle, est la quantité d'eau maximale qui peut être potentiellement stockée dans le sol dans des conditions idéales. Euh, donc, notre projet se sépare en deux problématiques principales. La première va être en lien avec comment dire, les écarts entre la réserve utile maximale estimée par Monsieur Boissier il y a maintenant 20 ans et la réserve utile maximale estimée par les étudiants de GMN suite au relevé terrain le mois dernier lors de notre tournée dans les Cévennes. Et on verra aussi si cet écart varie selon les types de stations forestières. Et la deuxième partie de notre présentation va être axée sur la répartition de cette rhume, enfin de cette réserve utile maximale à l'échelle du territoire du parc national via une modélisation et une cartographie prédictive de cette réserve utile. Dans l'ensemble, notre présentation va être séparée en deux parties et ce sera à peu près les mêmes le même plan qui va se dérouler avec matériel et méthode, résultats, puis enfin discussion. Et à la fin, comme pour le groupe précédent, on aura une petite partie avec des questions, vous pourrez intervenir. Donc pour commencer, nous allons étudier le cas des écarts de la rhume. En effet, deux méthodes d'échantillonnage ont été utilisées. Donc la méthode de Monsieur Boissier qui a été d'échantillonner environ 856 placettes en faisant des fosses pédologiques ayant pour but de déterminer les stations dans le parc. Il a fait tous ces relevés à l'aide d'une pioche afin de déterminer précisément les horizons et les textures. Alors que quand notre méthode d'échantillonnage est un peu différente, nous avons rééchantillonné environ 127 placettes que Monsieur Boissier avait déjà faites auparavant. Euh, et comme dit, ces placettes ont été choisies pour qu'elles soient accessibles et réalisées dans le temps imparti aussi qui nous était donné, d'où les 127 placettes. Donc, nous avons réalisé un sondage pédologique qui avait pour but de déterminer la rhume et nous avons utilisé la pioche comme Monsieur Boissier, mais aussi la tarière et le fer à béton pour aller plus en profondeur et aller jusqu'à la profondeur maximale justement du sol. Après avoir récolté les données sur le terrain, nous avons pu calculer la rhume avec la formule ici présente de l'étude de Bèze et Jabiol, qui prend en compte différentes variables telles que l'affleurement rocheux, la charge en cailloux, qui utilise aussi le coefficient d'Almajou qui correspond à la teneur en eau, qui va être déterminé en fonction de l'horizon et de la texture, et aussi de l'épaisseur de l'horizon. Il faut préciser que lors de notre protocole terrain, nous avons fait des sondages pédologiques à des horizons fixes que nous avons pris, comme de 0 à 10 cm, de 10 à 20 et de 20 à 40 et plus, où nous avons relevé les différentes textures pour chaque horizon grâce au triangle à 5 places. Après avoir calculé ces rhumes, nous avons pu analyser les résultats. Donc, tout d'abord, nous avons comparé la rhume tarière en fonction de la rhume de Monsieur Boissier. Et il s'est avéré que la rhume de Monsieur Boissier a été sous-estimée par rapport à la rhume tarière, mais seulement sur la partie Haute-Cévennes. Cependant, nous n'avons pas observé d'écart systématique. Et pour la comparaison entre la rhume fer à béton et la rhume de Monsieur Boissier, que ce soit en Haute-Cévennes et en Basse-Cévennes, toutes les rhumes ont été sous-estimées toutes les rhumes de Monsieur Boissier, pardon, ont été sous-estimées par rapport à la rhume fer à béton, qui était d'en moyenne environ 30 mm de rhume.
Et cet écart n'est pas non plus systématique. Nous avons voulu aussi étudier d'autres paramètres explicatifs, comme par exemple la profondeur du sol, la charge en cailloux ou encore la cause d'arrêt, mais aucun de ces résultats n'explique cet écart. Nous sommes donc posé la question si l'écart dépendait des stations, et en effet, seulement 4 stations sont significatives. Bon, nous avons eu un petit problème technique de dernière minute pour ces résultats. Donc, les 4 stations significatives sont la 8, la 9, la 6 et la 5, mais les box plots sont les 4 dernières du graphique. Donc, désolé pour ce petit problème technique. Mais cependant, ces groupes stationnels correspondent à des sols profonds, ce qui pourrait expliquer justement cet écart important et la sous-estimation du coup des rhumes. Et concernant les 10 autres stations, nous, concernant les 10 autres stations, l'écart n'est pas significatif, ce qui pourrait être dû justement au nombre de relevés qui ont été effectués sur le terrain, qui sont parfois quand même très faibles, allant de 3 jusqu'à 17 en fonction des stations. Enfin, nous avons décidé de comparer nos propres résultats entre eux, donc la rhume tarière en fonction de la rhume fer à béton, et nous avons trouvé une relation linéaire qui nous montre que la rhume tarière est sous-estimée en Haute-Cévennes et en Basse-Cévennes d'environ environ 37% par rapport à la rhume fer à béton. Donc, c'est un résultat qui pourrait être utilisé ultérieurement, différentes analyses. Et ce que nous avons conclu, c'est que le guide des stations n'est pas remis en cause et que chaque station, enfin, les stations les plus faibles restent plus faibles que les stations les plus hautes dans le guide des stations. Pour conclure, donc nous conseillons plutôt d'utiliser la méthode fer à béton qui permet d'avoir une meilleure estimation de la rhume. Un rééchantillonnage au fer à béton pourrait être intéressant à faire, en priorité sur des stations à fort écart de rhume et sur les stations aussi de sol profond qui ont pu être sous-estimées. Et sinon, si le fer à béton n'est pas utilisé pour faire des rééchantillonnages, la tarière pourrait être utilisée la méthode de la tarière pourrait être réutilisée dans les Hauts-de-Cévennes, permettant d'avoir des valeurs plutôt comparables entre les Basses-Cévennes et les Hauts-de-Cévennes, car l'écart était beaucoup plus important dans les Hauts-de-Cévennes. Donc, dans le cadre d'une reconstruction d'un guide des stations alliant Hauts-de-Cévennes et Basses-Cévennes, ça pourrait être intéressant pour pouvoir comparer ces résultats. Et enfin, l'application du modèle linéaire que je vous ai présenté précédemment pourrait aussi être utilisée afin d'avoir une rhume plus proche de la réalité. Et ce modèle linéaire pourrait tout à fait aussi être amélioré en rajoutant d'autres covariables comme la topographie ou la géologie. Donc finalement, l'utilisation du fer à béton est à privilégier et pourrait être un bon compromis car la tarière et la pioche, comme vu précédemment, ne permettent pas d'estimer à sa juste réalité la rhume, et l'utilisation d'outils mécaniques qui peuvent être coûteux et même moins faciles à amener sur le terrain ne sont pas forcément idéales. Donc finalement, il ne faut pas oublier aussi que la rhume est une estimation ponctuelle et qui dépend de différents paramètres. Donc c'est pour ça qu'il serait intéressant aussi de voir la modélisation continue à l'échelle locale de cette rhume. Et donc maintenant, nous allons passer à la deuxième partie, avec la deuxième problématique en lien avec la répartition de la rhume à l'échelle du territoire national avec la cartographie et le modèle. Et pour la cartographie, oui, pour le modèle ou la cartographie, il y a un élément qui est très important, c'est la géologie, puisque c'est un des facteurs les plus importants pour expliquer la réserve utile, ou en tout cas à large échelle.
Et donc là, on avait comme objectif pour nourrir le modèle de créer une carte géologique harmonisée, simplifiée à l'échelle du parc. Et pour cela, on avait deux sources de données. D'un côté, les données issues de la carte harmonisée du parc national des Cévennes, et de l'autre, des placettes IFN avec un code roche et un nom de roche associé. Et l'objectif, c'était prendre toutes ces données et de créer des catégories géologiques cohérentes qui permettraient de diminuer le nombre de catégories différentes, parce qu'à la base, on partait de 40 catégories pour le parc et 32 pour l'IFN. Et voilà. Et l'objectif, c'était de simplifier tout cela en restant bien sûr cohérent et significatif pour ensuite intégrer tout cela au modèle. Donc pour la cohérence, il fallait intégrer des notions de caractéristiques de roche, de dureté, de moyenne des réserves utiles. Et finalement, ce que nous avons obtenu, c'est 10 catégories qui sont toujours significatives et qui, malgré la simplification, ne semblent pas avoir d'impact négatif important sur le modèle. Et comme on peut le voir sur le tableau sur la gauche, on a quand même un taux de correspondance spatiale entre les données de l'IFN et la cartographie, enfin la géologie du parc, qui est de 83,9%, ce qui est assez important. Merci. Maintenant, une fois qu'on a ce premier travail préliminaire qui est réalisé, on peut passer à la partie de modélisation. Donc pour ça, on a choisi un modèle de type Random Forest. C'est un choix plutôt cohérent parce que c'est en général des modèles assez bons pour les prédictions. Ils sont assez peu sensibles aux jeux de données d'entraînement. Donc pour ça, on a notre variable expliquée qui est la rhume à 90 cm provenant des données de l'IFN. Donc en fait, c'est juste une valeur de rhume qui est estimée avec des textures qui s'arrêtent jusqu'à 90 cm, même si on peut aller plus loin techniquement, c'est le protocole. Et ensuite, on a donc toutes les variables qui sont dans le coin supérieur gauche. Donc ça couvre des variables de données pédologiques, comme les textures ou la géologie, qui proviennent du travail qu'on a fait sur l'harmonisation. Ensuite, les données climatiques avec les précipitations, les températures, le bilan hydrique, la radiation solaire, et des données aussi topographiques avec l'altitude et plusieurs variables liées à la topographie en général. Donc ça, c'est toutes les données qu'on a testées sur notre modèle. On a ensuite divisé notre jeu de données, enfin plutôt avant, en deux jeux de données différents. Donc la calibration qui compte 80% du jeu de données de base. C'est sur ça qu'on a calibré nos modèles. Donc on a fait 10 modèles de random forest avec des phases un peu d'optimisation des paramètres et de présélection de certaines variables. Ensuite, on a fait donc on a créé des rasters avec des variables spatialisées après la présélection de nos variables qui nous intéresseraient. Et à la fin, on a donc produit deux rasters avec donc un raster sur les prédictions moyennées sur les 10 random forest qu'on a fait sur nos 10 modèles, et aussi un raster de dispersion des prédictions entre les 10 modèles pour voir s'ils convergent ou pas. C'est ça. Et voici donc les variables qu'on a retenues en fait, qui étaient les plus importantes, enfin qui avaient l'importance la plus grande, c'est-à-dire qu'elles expliquaient le plus de pourcentage de variance de notre modèle. Donc en premier lieu, la géologie qui était la plus importante de ces variables-là, qui ressortait tout le temps en premier. Ensuite, on a donc des textures en pourcentage de limon et sable, des précipitations moyennes hivernales et estivales, le bilan hydrique climatique et quelques données topographiques aussi avec l'altitude, la pente et la courbure du profil. Donc, voici un peu le résultat de notre travail sur cette modélisation. Donc, le modèle qu'on a retenu à la fin, il explique 25,5% de la variance en moyenne. Ce qu'on peut voir sur la carte déjà, c'est que bon, nos gammes de variation de la rhume sont quand même assez différentes déjà de notre jeu de données de l'IFN. Parce que là, ça va de 40 à 80 mm de rhume. Alors que sur le jeu de données de l'IFN, on pouvait avoir aussi des valeurs plus faibles ou valeurs plus grandes qui allaient jusqu'à parfois 100, même si c'était plus rare. Et globalement, ce qu'on peut voir sur cette carte, c'est qu'on a donc les grands causes qui ressortent. C'est donc la partie sud-ouest, enfin plutôt ouest, qui ont donc une valeur de rhume assez faible, ce à quoi on pouvait s'attendre. Ensuite, on a aussi les deux monts Igual et Lozère qui ressortent. Et ce qu'on peut voir aussi généralement, c'est qu'on voit quand même un bel effet de la topographie. Ce qui se ressort aussi, enfin ce qui se reflète dans le modèle aussi, où on avait quand même pas mal de variables liées à la topographie qui étaient importantes. Et si on s'intéresse après à la dispersion de ces prédictions entre les 10 modèles, on peut voir que généralement les modèles convergent bien dans la partie des grands causes. Et c'est plus hétérogène après sur un grand ensemble, notamment les basses Cévennes. Et enfin, on a pu après s'intéresser
voir si justement avec les résidus, nos prédictions étaient bonnes par rapport aux données de relevé de terrain qu'on avait, dont on disposait avec l'IFN. Donc ici, ce qu'on a fait, c'est qu'on a représenté en points, du coup, en ponctué, c'est les données de l'IFN, et elles sont colorées en fonction de si la différence rhume relevée par rapport à la rhume prédite était plutôt négative, entre 15, enfin moins 15 et 15 mm. Donc on estimait que c'était un seuil assez correct pour les prédictions, et plus de 15. Donc si la rhume relevée est plus grande que la rhume prédite, on est donc sur une sous-estimation de notre part, et ça revient à dire que c'est les points rouges du coup qui sont là. Donc globalement, ce qu'on peut dire de cette carte, c'est que en général, les grands causes sont assez surestimés au niveau de la rhume, alors que justement après, on a une zone au niveau du Mont Aigoual qui est plutôt sous-estimée, et le reste après c'est plus hétérogène. Il y a quelques zones plutôt dans le coin nord-est qui sont un peu plus surestimées. Donc on peut expliquer ça par quelques raisons. Pour les grands causes, ça s'explique assez facilement parce qu'on avait un effet de lissage des extrêmes sur notre modèle. On a vu que les valeurs minimales de rhume, c'était de l'ordre de 40 mm, alors que dans les grands causes, on était beaucoup moins si on se fie aux données ponctuelles de l'IFN. Donc ça peut s'expliquer par cet effet-là. Et après, pour le reste, on n'a pas encore trop vraiment d'interprétation pour le Mont Aigoual notamment, parce que là, c'était cohérent d'avoir des valeurs aussi quand même assez hautes. Donc c'est plus notre modèle qui a été calibré de cette manière-là. Enfin, donc pour revenir un peu sur notre démarche sur la cartographie prédictive de la rhume, donc on peut voir qu'il y avait quand même une forte importance de la géologie en général, et ça peut s'expliquer par une échelle d'études assez grande, assez vaste. Qui plus est, on a aussi une grande hétérogénéité spatiale de la géologie. On a quand même pas mal de diversité d'ensemble géologique. Cependant, on a aussi une autre limite, c'est le fait qu'on a dû croiser deux typologies géologiques distinctes et qui n'étaient pas forcément correspondantes à 100%. Donc on a été amené à faire de la simplification, et peut-être qu'on a fait de cette manière-là de la sursimplification, où on a regroupé des couches qui n'avaient peut-être pas lieu d'être regroupées ensemble. Donc peut-être qu'on a perdu des effets un peu significatifs là-dessus. Donc c'est allié un peu avec la carte que vous voyez à droite, où en fait, notamment dans la partie un peu centrale, il y a beaucoup d'ensembles qui sont assez vastes et assez homogènes. Donc c'est surtout les micaschistes et les roches métamorphiques associées. Et dans ce cas-là, on ne peut pas vraiment faire grand-chose là-dessus. Ensuite, on avait aussi le problème du brouillage des points IFN qui nous a un peu posé problème au début. Donc ça impliquait soit de baisser la performance des modèles en prenant tous les points, ou alors en prenant seulement les points d'anciennes méthodes qui sont donc avec des coordonnées exactes. Et dans ce cas-là, ça baisse un peu l'effectif de nos jeux de données, et donc on perd un peu aussi en performance dans le modèle. Et enfin, il faut retenir un peu que globalement, la rhume, c'est une variable qui est quand même assez compliquée à estimer de manière spatiale, parce que ça prend en compte plein de paramètres différents, et c'est aussi avec une variabilité spatiale assez fine, on va dire. Donc ça reste compliqué à estimer. On peut quand même remettre ça un peu en question, enfin remettre en contexte avec par exemple les travaux de Clément Esser sur lesquels on s'est un peu appuyé là-dessus, qui lui avait des random forests qui allaient jusqu'à 37% de variance estimée. Donc ça reste globalement assez faible en général. Et enfin sur un peu les perspectives et les pistes d'amélioration qu'on avait sur ce travail-là. Donc au niveau de la géologie, encore une fois, vu qu'on travaille à cette échelle-là, ça a de l'importance. Peut-être que après ça a peut-être moins d'importance. La typologie géologique peut-être n'était pas adaptée à cet usage-là particulièrement. Peut-être que justement, si on avait ciblé de base l'objectif de faire du calcul de rhume, on aurait pu faire des regroupements basés sur plutôt la dureté, qui est un paramètre important dans l'estimation de la rhume avec la géologie. On ne sait pas trop non plus si les cartes qu'on utilisait prenaient en compte les formations superficielles. Ça peut être aussi un paramètre assez important. Et pareil, pour le pendage des roches, c'est aussi un peu un angle mort de notre démarche. On ne sait pas trop, notamment parce qu'il y a beaucoup de schistes dans les Cévennes. On ne sait pas trop, en fait, on peut pas estimer, on peut pas le spatialiser non plus. Donc ça reste compliqué de ce point de vue-là. Et enfin, il faut aussi remettre faut prendre avec des pincettes ce résultat, parce que de manière générale, la rhume est une variable qui, donc comme je l'ai dit, peut varier de manière spatiale assez fine. Et du coup, on s'est basé sur une résolution à 50 mètres, ce qui est déjà assez fin, mais on aurait pu aussi prendre des variables qui étaient potentiellement une résolution plus fine, notamment pour le modèle numérique de terrain qui est disponible à des résolutions plus fines, et ça aurait pu faire potentiellement changer un peu les modèles. Donc maintenant, notre présentation est terminée et on va pouvoir passer à la partie sur les questions. Donc là, vous pouvez intervenir sur les différents sujets qu'on a abordés, que ce soit les écarts entre les différentes mesures,
les différentes, entre les stations, la cartographie ou la carte géologique simplifiée, et ça au niveau des méthodes, résultats et limites. Voilà, vous avez, vous, vous pouvez dire tout ce que vous voulez. C'est à vous de parler. Gris. Oui, bonjour, Janine Brolier, présidente de la commission forêt du parc des Cévennes. Tout d'abord, merci pour votre travail, c'est remarquable. Et merci aussi pour le doute, parce qu'effectivement, moi je suis dans les Cévennes, basse Cévennes, dans le schiste. Effectivement, les questionnements sur la rue se posent bien. Voilà. Donc, merci. Je pense que c'est à moi, après je me permets de prendre la parole. J'arrive en numéro 1. Moi j'ai une petite question d'abord, avant d'en poser d'autres, sur comment vous avez calculé la rhume en intégrant le fer à béton. J'ai peut-être loupé, mais je crois pas avoir entendu la méthode. Bonjour. Alors, on est peut-être passé un peu vite là-dessus, mais donc c'est le graphique qui est là sur la gauche de l'écran. Donc, en fait, c'est pour réaliser nos profils de sol, enfin nos sondages, on a commencé par faire un trou à la pioche, qu'on a prolongé à l'intérieur par un trou de tarière, et enfin, dans ce trou de tarière, on a plongé le fer à béton afin d'essayer d'atteindre des profondeurs plus importantes, et ainsi d'avoir une valeur de profondeur du sol la plus importante possible par rapport, en essayant d'aller le plus profond possible par rapport à ce qui était, avec cette méthode. Ouais, alors le problème, c'est que déjà dans la partie tarière, on manque d'infos sur la charge en éléments grossiers, sauf si vraiment ça coince. Et pareil pour le fer à béton, vous avez, je pense, mais c'est la question que je pose, utilisé le dernier horizon décrit pour généraliser avec la profondeur supplémentaire que vous obteniez, je suppose. C'est ça. En fait, donc c'est ce qu'on expliquait avec notre découpage en 4 horizons fixes, avec en fait souvent le sondage à la pioche ou pioche plus tarière pouvait s'arrêter autour de ces 40 cm de profondeur et était prolongé par le fer à béton. Et donc oui, c'était avec la terrière, on pouvait encore, si la terrière atteignait plus de 40 cm, on pouvait encore avoir une estimation de texture. Mais sinon, comprenez à mi-chemin. Mais oui, c'est quand le fer à béton allait jusqu'à 1,20 m, forcément, la texture et la charge en cailloux étaient estimées de manière assez grossière. Voilà, sachant qu'il y a souvent un biais, c'est-à-dire qu'au moment où ça passe plus à la pioche, ou difficilement parce que c'est profond, et encore plus du tout à la tarière, on peut avoir une augmentation de la charge en cailloux, ce qui fait que il y a généralement un biais, on l'avait testé dans les Vosges, même si on manquait de points pour être sûr de ce qu'on dit, il y a souvent comment dirais-je, un apport très optimiste par rapport au fer à béton, dans la mesure où la plupart du temps, on a une augmentation de la charge en cailloux. Ça, c'est le premier point. Après, ça m'embête, moi, quand on compare des textures sur un triangle à 5 classes, comme celui qui est ici à l'écran, avec, alors je ne connais pas le 19 classes, moi j'utilise le Jamagne par habitude à 15, mais on a un découpage moins fin. Et en plus, comme c'est de la texture estimée sur le terrain, l'analyse de résultats sur des boîtes à texture montre que même sur le 5 classes, on n'est pas toujours dans la bonne, alors que c'est pas le plus compliqué normalement. Et puis après, si vous avez été plusieurs à travailler, il y a un énorme effet opérateur donc qui vient mettre un peu de bruit dans tout ça. Voilà, c'était les petits éléments dont je voulais parler par rapport à ça. Oui, on a essayé de limiter un peu ce biais opérateur par de l'intercalibration et de la rotation entre les personnes entre les groupes, pour avoir comme ça plusieurs regards et essayer de limiter ce biais, mais c'est sûr que c'est quelque chose qui existe. Moi, je vous conseille les boîtes. Merci de vos remarques. Les boîtes à texture fonctionnent très bien pour scaler, on l'utilise régulièrement de notre côté. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres remarques sur cette partie réserve utile en eau? Oui, je crois que c'est à moi. J'avais un commentaire là sur la diapo 26 où je partage. Pardon, 36, pardon. Donc, moi, l'analyse que j'ai, c'est en effet, en fait, vous avez un modèle qui prédit une minorité entre guillemets de la variabilité observée sur le terrain. Donc en fait,
le modèle il prédit une espèce de quelque chose d'assez moyenné, ce qui fait qu'en fait on observe sur les faibles réserves utiles une surprédiction et sur les fortes réserves utiles une sous-prédiction. Donc, enfin voilà, vous aviez bien identifié la partie surprédiction liée plutôt aux faibles réserves utiles, et moi j'ai l'impression que c'est en fait sur les fortes réserves utiles on a plutôt tendance à surprédire. Et en fait, je me demandais, enfin moi quelque chose que j'aimerais peut-être voir si vous l'avez produit en annexe ou dans un document, dans ce que vous nous enverrez, c'est les effets, comment il s'appelle, mince, les effets partiels des variables. Dans Random Forest, on peut sortir des plots d'effets individuels de chaque variable. Et pour avoir manipulé du Random Forest, ça peut arriver que des variables qui sortent avec des importances très fortes aient des effets partiels très faibles. Je n'ai jamais réellement compris pourquoi, mais en fait voilà, c'est pour voir un petit peu sur les quelques variables que vous avez, si vous avez sorti ces graphes d'effets partiels, d'essayer de voir si les effets qu'on observe sont réalistes, c'est-à-dire est-ce que ah merci Sylvain, ouais c'est ça, c'est les partiels influence. C'est pour voir si on a des effets cohérents entre guillemets, voilà une variable, on se doute que quand elle augmente la réserve utile est censée augmenter, est-ce que dans le partial deployment plot, on a bien quelque chose qui fait quelque chose, enfin, qui globalement grimpe? Est-ce qu'on a des effets un peu bizarres qui montreraient que dans le jeu de données, il y a des choses qui interagissent un peu? Voilà, quelque chose, si vous l'avez fait, si vous l'avez pas fait, c'est tant pis, mais si vous les avez, moi je voudrais bien les avoir quelque part en annexe, ces effets marginaux. Pour l'instant, on n'avait pas trop pensé à cette solution, mais on peut toujours creuser vite fait. Je ne sais pas si ça prend du temps ou pas. C'est une fonction dans R, normalement ça sort le graphique directement. C'est ce que Sylvain Godin vous a passé la fonction, voilà, c'est fonction de partial dependent plot dans Random Forest. Merci Sylvain. Okay. Merci beaucoup. Je vous partage juste la question qui me vient en voyant les cartes du coup les résultats, c'est je me dis voilà, on a une jolie carte, il y a quand même pas mal de rouge ou de bleu, donc une prédiction qui est quand même assez une fiabilité on va dire qui est assez limitée, et du coup je demande pas forcément d'apporter la réponse, mais je me demande beaucoup de ce qu'on va pouvoir en faire. Voilà, à suivre, mais ce sera intéressant de l'aborder dans les perspectives, quoi. Est-ce que vous avez d'autres questions ou d'autres remarques ou critiques aussi et notre travail? Je pense qu'on va passer à la suite du coup de la présentation.